Merci d'être toujours aussi nombreux. Vous ne vous êtes pas laissé tenter par cette magnifique journée. Je vous en remercie au nom des organisateurs et des participants. Donc on va continuer à débattre des politiques qui peuvent faire renaître les territoires. Et pour notre battle numéro 4, j'appelle Blanche Léridon de l'Institut Montaigne et Paul Alibert de l'Institut de l'entreprise. Non. Bien. Alors l'Institut de l'entreprise, l'Institut Montaigne sont assez connus du grand public, mais peut-être vous pouvez rappeler quel est leur rôle, à commencer par vous, Blanche Léridon, l'Institut Montaigne. Oui, bonjour à tous. Alors la battle précédente confrontait deux institutions jumelles. Alors nous ne sommes pas des jumeaux, mais je pense qu'on peut dire que nous sommes de proches cousins. Et peut-être ce que nous partageons dans notre ADN, c'est la volonté d'impliquer les forces économiques de notre pays à la réflexion sur la réforme des politiques publiques. Je crois que c'est vraiment l'objectif que s'est fixé Claude Bébéar quand il a créé l'Institut Montaigne en 2000. C'était de réunir autour d'une même table des personnalités qui n'avaient pas l'habitude de se parler et de les faire réfléchir ensemble à la progression des politiques publiques françaises. Et c'est ce à quoi on s'engage depuis maintenant 18 ans à travers la production de rapports, dont vous avez quelques petits exemplaires à la sortie, et sur des sujets aussi variés que l'éducation, la compétitivité, la fiscalité, la santé, l'Europe et bien d'autres. Voilà. Et donc effectivement, il y a une relation de cousinage. Peut-être qu'on est le vieux cousin, parce que l'Institut de l'entreprise est d'origine plus ancienne, puisque la création sous cette forme, c'est 1975. Et depuis cette date, le projet fondateur, qui était de rapprocher les Français des entreprises, reste toujours extrêmement valable. Et donc aujourd'hui, on le fait à travers deux grands domaines. Le premier qui est la réflexion, qui a pour originalité d'être vraiment menée par les chefs d'entreprise eux-mêmes. Donc l'association sert surtout de lieu de recueil, de synthèse et puis d'expression externe. Mais ce sont les chefs d'entreprise qui prennent du temps pour réfléchir eux-mêmes à des problématiques qui touchent la société et sa relation à l'entreprise, et l'entreprise dans sa relation avec les femmes, les hommes et la société qui les entoure. Et puis, le deuxième grand domaine, c'est la pédagogie. On a des institutions qui accompagnent les leaders de toute la société pour mieux comprendre la mondialisation, pour mieux comprendre les entreprises. Et donc, on emmène des représentants des parties prenantes de l'entreprise faire des grands voyages d'études dans le monde entier pour aller voir ce qui se passe. On a aussi un programme pour les enseignants, notamment les enseignements de sciences économiques et sociales, pour les aider à actualiser leur compréhension de l'entreprise et de l'économie. Voilà. Alors si je ne m'abuse, les voies de l'économie étaient prévues avant la campagne présidentielle pour pouvoir faire un point entre les différents programmes. Donc on est un an après l'élection d'un nouveau président. On va parler des mesures prises par lui, suppression de la taxe d'habitation, baisse des dotations, rabot des contrats aidés, avec cette question, est-ce que ça remet à plat du coup la décentralisation du pouvoir initiée pendant des années et puis par la réforme territoriale de 2015, et quel va être l'impact de la refonte de la fiscalité locale qui est promise aux collectivités. Donc je commence par vous, Blanche Léridon, parce que l'Institut Montaigne a fait un exercice de chiffrage de la suppression de la taxe d'habitation. Les estimations, c'est 18 milliards d'euros en moins à peu près pour les collectivités. Donc derrière la question des finances locales, il y a aussi cette question, comment est-ce qu'on réduit les dépenses tout en sanctuarisant les investissements sans lesquels il n'y a pas de croissance. Tout à fait. Alors déjà peut-être une petite précision sur ce chiffre de 18 milliards. On avait déjà chiffré cette proposition pendant la campagne d'Emmanuel Macron, puisque c'est une proposition qui figurait noir sur blanc dans son programme, mais qui ne concernait que 80% des ménages, et en l'occurrence les plus modestes. Là, ce qu'on a appris il y a quelques mois et qui semble désormais acté, c'est que les 20% restants seront aussi concernés par la suppression, et que donc on a 8 milliards en plus qui viennent s'ajouter aux 10 milliards qui étaient prévus à horizon 2020. Pour rappel, la suppression de la taxe d'habitation dès cette année, ça représente à peu près 3 milliards d'euros. L'année prochaine, ce sera 6,6 milliards et donc 10 milliards auxquels on ajoute les 8 restants à horizon 2020.
Donc c'est considérable. Et notamment quand on a un président de la République qui ambitionne une réduction de la dépense publique de l'ordre de 60 milliards d'euros sur le quinquennat. Donc se priver d'une ressource telle que celle-ci, c'est quand même, ça peut paraître en tout cas pour le moins surprenant de s'engager dans ce mouvement-là. Et oui, ça va bien évidemment entraîner une remise à plat de l'ensemble de la fiscalité locale. C'est nécessaire, surtout dans la mesure où il y a énormément d'incertitudes sur comment est-ce que va être compensé ce manque à gagner pour les communes, parce qu'on sait que les communes sont les principales récipiendaires de la taxe d'habitation. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui se posent, et pour répondre en tout cas partiellement à la question qui est posée, on a une forme de régression dans l'autonomie, en tout cas concernant l'autonomie financière et l'autonomie fiscale, dans la mesure où 30% des recettes fiscales des communes étaient aujourd'hui composées de la taxe d'habitation, que ça va être remplacé en tout cas dans un premier temps par des nouveaux transferts de l'État. Donc on a à nouveau une sorte de système d'intraveineuse entre l'État et les collectivités. Donc oui, il va falloir répondre à cette question et avec une certaine urgence, parce qu'on parle de montants qui sont particulièrement considérables. Alors, si on me lance sur la fiscalité, je ne sais pas par où commencer, mais bon, c'est vrai que j'aimerais d'abord revenir à la notion de territoire et affirmer un désaccord, non pas avec Blanche Léridon spécifiquement, mais je pense globalement avec la manière dont on utilise le terme. Je pense qu'il faut en revenir à l'espèce d'image d'Épinal qui a baigné l'éducation de la plupart des décideurs français depuis la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, on a entendu le titre tout à l'heure de Jean-François Gravier, Paris et le désert français. 1947, boum, le pavé, qui présente un diagnostic de disproportion entre le poids parisien et puis le constat géographique, sociologique et économique des régions. Et puis qui préconise un certain nombre de solutions qui sont clairement assez proches de l'économie collectiviste, hein, donc le socialisme soviétique. Et finalement, en fait, ça a été une source d'inspiration importante pour la création du plan. Hein, je pense qu'il faut le dire comme c'est. Hein, en tout cas, c'est une vision de la France qui prévaut encore aujourd'hui, je pense, chez beaucoup de cadres supérieurs dans les entreprises et bien sûr dans les administrations. Paris et le désert français. Donc moi, je parle beaucoup avec les chefs d'entreprise puisque c'est pour eux que je travaille. Et je pense que si je faisais un sondage en direct avec eux, là, ils seraient en désaccord à la fois sur le diagnostic de Paris et le désert français et à la fois sur les solutions. Ça me ramènera après aux questions du financement. Donc pourquoi désaccord sur le diagnostic? D'abord parce que oui, c'est vrai qu'il y a un poids écrasant de Paris en France. Il faut quand même donner quelques chiffres. Paris, c'est l'aire urbaine, ça représente 19% de la population française. Et sur le plan économique, c'est 27% du PIB. Donc vous imaginez que quand Paris tousse un peu, c'est la France qui s'enrhume, quoi. Si on perd un point de PIB sur la région parisienne, l'impact sur le PIB français au global, il est énorme. Et quand on gagne un point de PIB sur la région parisienne, l'inverse est vrai aussi. Donc il y a vraiment une prépondérance de Paris. Mais en même temps, on est dans une forme d'impasse parce que finalement, est-ce que les régions sont l'arrière-pays de Paris ou bien est-ce que Paris est seulement la première des régions? Donc je pense qu'on est clairement plus dans le second cas que dans le premier aujourd'hui, dans la manière dont les choses se passent en France. Et c'est notamment le cas, d'ailleurs, en matière de répartition des ressources. On est dans une période où on dit, et on prévoit un certain nombre de dispositions pour augmenter l'autonomie des régions, mais finalement, c'est toujours Paris qui va contrôler les sous. D'ailleurs, depuis le début de la conférence, j'ai noté plusieurs expressions qui sont revenues dans les différentes battles, qui sont intéressantes. Augmentation de la dotation, j'ai entendu. J'ai entendu laisser faire. J'ai entendu allègement des normes. Et j'ai entendu résister à Paris. Donc, une série d'expressions qui toutes signifient une chose, c'est que même quand on est en métropole régionale, on voit la situation sous le prisme du centre de Paris. Et moi, je pense qu'on est dans une période où il faut vraiment qu'on arrive à faire un changement important de mentalité, qu'on passe d'une situation où finalement Paris gère les sous à une situation où les régions se les partagent.
Alors, je peux en dire plus, et je peux notamment donner un certain nombre d'exemples qu'on a observés avec les chefs d'entreprise français, et pas que d'ailleurs, hein, des hauts fonctionnaires, des magistrats, des syndicalistes, des journalistes, toutes ces personnes qu'on emmène faire des voyages d'études. On a observé chez des partenaires européens, et aussi plus loin que l'Europe, d'autres modèles qui fonctionnent et qui permettent justement aux régions de développer et d'accroître leur autonomie au profit de tous. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, mais je pense que peut-être que je vais vous laisser reprendre le fil des questions avant d'enchaîner là-dessus. Non, peut-être juste pour réagir un instant sur ce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la vision de l'entreprise, et je voudrais ajouter un mot sur l'importance des ETI là-dedans, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui les ETI sont les premières créatrices d'emplois en France. Elles sont mal connues, souvent mal considérées, et elles sont en l'occurrence prépondérantes dans les territoires. Donc ce qui fait un petit peu revoir cette dynamique Paris, désert français, Paris, territoire, etc. Les ETI, je pense, sont un atout considérable pour le dynamisme des territoires. Elles sont peu nombreuses en France, on en compte environ 5000, alors que dans des pays comme l'Allemagne, on en a près de 12 000. Alors que, par exemple, je crois en 2016, vous avez sur 190 000 emplois nets créés dans le secteur marchand, près de 150 000 qui ont été créés par des ETI. Donc je pense que là aussi, il y a une réflexion à avoir sur la façon dont on réforme aussi la fiscalité qui affecte les entreprises. Comment est-ce qu'on libère un petit peu ces entreprises ? Comment est-ce qu'on leur permet des passages à l'échelle, de dynamiser, parce qu'elles sont, encore une fois, à l'œuvre dans la dynamisation et la compétitivité de nos territoires, et elles permettent un petit peu de sortir de cette logique où on est sur le tout Paris, le parisiano-centrisme. Et je pense que c'est très important de le rappeler, parce qu'on les oublie, je crois, beaucoup trop souvent, et l'Institut Montaigne a produit une étude à ce sujet le mois dernier, et donc vous pouvez trouver d'ailleurs des exemplaires ici même. Comment est-ce que les entreprises peuvent se mettre au service des territoires ? En l'occurrence, s'agissant des ETI, elles sont donc les premières créatrices d'emplois nets, en tout cas dans le secteur marchand. Et puis, elles sont bien évidemment génératrices de croissance, d'emplois, de compétitivité. Elles sont particulièrement fortes à l'export, parce qu'on sait que, je crois, près de 2 ETI sur 3 sont compétitives à l'exportation. Donc ça, c'est un paramètre qui est très important. Mais aujourd'hui, elles sont, je crois, particulièrement contraintes par un certain nombre de mesures sociales, fiscales, et notamment au moment des passages de seuil. C'est pourquoi une des propositions du dernier rapport de l'Institut Montaigne sur cette question des ETI est de créer ce qu'on appelle un passeport de croissance qui vous permettrait, au moment du passage d'un seuil, par exemple le passage de 49 à 50, de figer pour une durée de 5 ans toutes les contraintes fiscales et sociales, et donc pour laisser cette espèce de momentum de 5 ans à l'entreprise pour se mettre aux normes. Et donc on est convaincu qu'avec une mesure telle que celle-ci, on pourrait libérer un petit peu de marge de manœuvre pour les ETI, leur permettre de grandir, et que pour un entrepreneur, on soit plus réticent, craintif à l'idée de passer un seuil, ce qui peut mener certains entrepreneurs aujourd'hui à conserver une taille plus petite, de peur de toutes les contraintes supplémentaires qui s'ajoutent au moment du passage de seuil. Donc je pense que c'est important aussi au moment de repenser cette question de la fiscalité, de ne pas uniquement repenser la fiscalité via le prisme de la taxe d'habitation qui aujourd'hui suscite énormément de débats et autour duquel toute l'attention se focalise, mais aussi repenser la CVAE, repenser toute la fiscalité des entreprises, et notamment celle pesant sur les PME de croissance et les ETI. Paul Lalibert, quand on a préparé cette battle, vous m'avez dit qu'il y avait un exemple très intéressant, c'est l'exemple du Canada. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre ? Oui, bah alors c'est une inspiration. Hein, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais en train de penser en arrivant ici dans le train que Lille, l'aire urbaine, c'est à peu près 1,2 million de personnes. Montréal, au Québec, donc une des provinces du Canada, c'est 1,7 million de personnes. Donc on est sur des tailles peu ou prou comparables, mais alors sur un mode de fonctionnement complètement différent. Parce que je disais tout à l'heure que Jean-François Gravier, pareil, les Airs français, il faisait un diagnostic avec lequel je pense qu'aujourd'hui, moi, je me démarque, mais je pense qu'on peut aussi se démarquer des solutions qu'il a proposées. Parce que lui, il a proposé une organisation de l'économie par le haut, finalement, hein, c'est le plan, au fond. Hein.
Puis il y a l'autre extrême qui est finalement une sorte de dogme libéral pur sucre, qui consiste à dire il faut laisser l'économie être organisée par les individus, donc on va laisser l'économie s'organiser complètement par le bas. Puis je pense qu'il y a un entre-deux qui est de dire on va essayer de se mettre au plus petit échelon cohérent, ou au plus grand, hein, suivant d'où on regarde. Et donc, en l'occurrence, c'est la province, hein, au Canada. Et on va appliquer un principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider jusqu'à ce que le niveau de complexité du sujet et de la décision nécessite de passer à un échelon supérieur. Et donc, le Canada s'est retrouvé dans une situation un peu différente de celle de la France sur le plan économique, mais finalement aussi avec la perspective d'une économie qui va devoir se renouveler et qui commence déjà à avoir besoin de se renouveler. Ils ont une économie qui est beaucoup fondée sur les matières premières et sur des industries de transformation, mais ils voient la fin de ce cycle, hein. Donc ils commencent déjà aujourd'hui à préparer la suite. Comment tirer parti des nouvelles technologies ? Plutôt que de lancer des initiatives chacun dans leur coin, complètement bottom-up, plutôt que d'avoir une réflexion pilotée par le bureau de Justin Trudeau et qui dit voilà comment les choses vont s'organiser sur le territoire, eh bien, les régions, l'équivalent de nos régions, les provinces, se sont rassemblées et se sont, entre guillemets, coordonnées ou réparties les tâches en collaboration avec l'État fédéral, en collaboration avec les grandes universités, les instituts de recherche et avec les grandes villes canadiennes. Et ils se sont choisis. Ils ont distribué une sorte de ce qu'ils appellent des clusters, qui sont en fait des sortes de pôles, hein, d'innovation et de compétitivité. La ville de Montréal avait une particularité, c'était la présence de 2 des 3 plus grands chercheurs mondiaux sur l'intelligence artificielle. Il y en avait 2 Français, enfin un franco-canadien et un Français, et un autre 100% canadien, on va dire, Joshua Bengio. Alors, 2 d'entre eux étaient partis dans les entreprises, le 3e était resté dans l'Université de Montréal. Donc ils se sont dit, puisque Montréal a cette force-là, on va créer autour d'eux un pôle mondial de l'intelligence artificielle. C'était il y a 3 ans. En 3 ans, ils sont devenus le pôle mondial de l'intelligence artificielle. Comment ont-ils fait ? Il y a 600 startups, il y a des tonnes d'entreprises françaises installées là-bas pour pouvoir travailler avec cet environnement de startups et de recherche. Comment ont-ils fait ? Ils se sont mis tous autour de la table. Ils ont oublié les règles du passé ou les modes de fonctionnement hérités. Ils se sont dit, maintenant, on va s'organiser et on va réussir. On ne pourrait pas voir ça en France ? Mais en France, on ne le voit pas. On le voit très rarement, hein. Il y a quelques écosystèmes de compétitivité, de collaboration, État, entreprises, collectivités locales. Mais finalement, c'est assez rare, hein. On en voit à Lille, hein. Il y en a un à Lille, ici, sur la chimie. Il y en a un petit peu à Lyon aussi. Il y a à Lyon, il y a aussi le pôle dans le sud-ouest sur l'aéronautique. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment pas une logique organisationnelle à l'échelle de la nation. Or, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à débloquer en France. C'est cette capacité à ce que, non pas un plan redistribue les cartes sur le territoire, ou l'inverse, c'est-à-dire après, dans les années 90 ou 1080, quand on a vraiment commencé à abandonner le plan, finalement l'absence de plan qui aboutit finalement à des inégalités très fortes entre les territoires. Mais il faudrait avoir des régions qui sont capables de travailler ensemble, et pour ça, il y a des conditions qui ne sont pas complètement remplies aujourd'hui, je pense. Non, je suis tout à fait d'accord avec les quelques exceptions donc, qu'il faut bien entendu mentionner. Vous parliez de Lille, il y avait entendu Lyon, donc j'en parlais très rapidement sur la santé. Vous avez des biotech et notamment sur l'intelligence artificielle grâce aux sociétés d'accélération, de transfert de technologie, grâce au pôle de compétitivité. Donc il y a des choses. Mais moi, il y a un point et peut-être qui servira de conclusion parce que je vois que le temps passe très vite, qui est important dans ce que vous dites, c'est la notion de concertation. Et je crois que cette notion-là, elle doit être aussi reprise dans la réforme qui va être menée sur la refonte de la collectivité locale. C'est-à-dire, si on n'associe pas à un moment ou à un autre l'ensemble des échelons, si on n'associe pas les élus locaux, mais si on n'associe pas non plus
les forces économiques du pays, les entrepreneurs, les entreprises, alors on ira droit dans le mur, c'est une évidence. Et donc je pense qu'il faut avoir bien en tête pour la période qui s'ouvre cette nécessité d'action coordonnée et de concertation qui, je pense, sera indispensable à une refonte à la fois de la fiscalité locale, mais plus largement de réflexion sur l'avenir des territoires et de la décentralisation en France. C'est, je crois, voilà, un impératif. Si je vous entends tous les deux, en fait, il faudrait aller plus loin dans les réformes de décentralisation. Ce n'est pas vraiment le chemin qu'on est en train de prendre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, je dirais même que je ne suis pas sûr qu'il faille parler de décentralisation, parce que décentralisation, c'est encore une fois la vision à travers le centre. Hein. Donc je pense que le sujet, ce serait plutôt de parler de coordination entre les régions, mais pour ça, il faut des instances régionales beaucoup plus fortes. Il y a un millefeuille territorial aujourd'hui qui n'a pas du tout été simplifié, hein, malgré ce qu'on dit et ce qu'on pense. Hein. Globalement, on a la commune, les intercommunalités, les communautés de communes, le territoire qui est ensuite matérialisé par le département. Ensuite, on a les métropoles qui sont rajoutées par rapport à ça et qui sont un peu entre le département et la région. On a la région, et puis par-dessus tout ça, ça insère de nouvelles des notions additionnelles qui sont les pôles de compétitivité, les zones franches qui sont parfois cross tous ces territoires. Donc tout ça finit par être un enchevêtrement et un entrelac qui me fait un peu penser, vous avez tous appris ça dans vos cours d'histoire, aux découpages territoriaux qui se recoupaient avant la Révolution française et avant les réformes napoléoniennes en particulier, avec les limites du canton, les limites du village, les limites les anciennes limites monastiques. On avait tous les territoires fiscaux qui se superposaient. Finalement, je ne voudrais pas faire un parallèle. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à simplifier de manière concertée cet enchevêtrement pour pouvoir donner plus de poids à un acteur qu'on choisit, c'est-à-dire, par exemple, celui qui, à mon avis, me paraît revêtir dans le contexte national et international actuel la plus grande cohérence, c'est-à-dire la région. Si on n'arrive pas à simplifier ça, peut-être qu'à un moment, les équilibres politiques finiront par peser en faveur d'une simplification un peu forcée, quoi. Voilà. Merci à tous les deux, les 20 minutes sont écoulées. Merci beaucoup. Merci.